Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau webinaire sur la sécurité et sûreté des batteries électroniques et passeport batterie. Donc, je suis avec Emmanuel Carsenac, François Henez, Sylvain Lebras, qu'on représentera tout à l'heure, pour ce webinaire. Avant de commencer, rapidement, je vais vous un petit rappel du pôle de compétitivité qui nous sommes. Nous organisons donc cet événement. Notre rôle est d'accompagner les entreprises qui innovent avec notre cœur de métier, faire du projet d'innovation en consortium, donc depuis qu'on existe, plus de 450 projets créés, et bien évidemment animer la communauté avec des événements comme aujourd'hui et des rencontres. Aujourd'hui, le pôle de compétitivité, c'est près de 500 membres et on est présent sur la Bretagne, la Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine. Et on traite tous les sujets en lien avec les mobilités terrestres, donc tout ce qui roule, ça va de l'automobile au transport en commun, en passant par le ferroviaire, les sujets en lien avec le militaire, le vélo également, et tout ce qui est machinisme agricole. Aujourd'hui, on est présent pour le webinaire sécurité et sûreté des batteries avec pour premier intervenant Sylvain Lebras de Avnet Silica pour parler du besoin à l'implémentation genèse d'un pack batterie. On enchaînera avec les enjeux de la sécurité des batteries dans les mobilités et focus sur les systèmes de gestion avec BMS PowerSave avec François Henez. Et pour terminer, on aura tendance technologique et opportunités avec Emmanuel Carsenac de chez NXP. Je profite du moment aussi pour vous dire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans l'onglet Q et R. Ne les mettez pas dans le chat. Nos intervenants répondront aux questions à la fin. Alors, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions, mais on les note et elles seront aussi transmises aux intervenants. Et on les prendra, ces questions présentes dans le chat, ensuite à la fin pour poser les questions aux intervenants. Vous aurez aussi un sondage que vous allez recevoir et on vous invitera à répondre au sondage. Et également, si vous avez des questions, si vous souhaitez être recontacté, le signaler dans le sondage. Un petit flash agenda rapide sur le pôle de compétitivité. Prochainement, il y a un webinaire sur XR, RA et VR, gadget ou révolution. Donc, c'est le 18 mars. On a aussi un autre webinaire sur les infrastructures routières et durabilité. Ce sera le 20 mars. Et là, c'est une rencontre en physique à Rennes sur connectivité véhicules et systèmes embarqués qui aura lieu le 29 avril. Et un petit flash sur les opportunités d'appel à projets en cours, IDEMO, donc soutien aux projets structurants RDI, IDEMO, Pays de la Loire, projet collaboratif de R&D, et IDEMO Bretagne sur les projets collaboratifs R&D. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations sur ces appels à projets qui sont en cours et sur lesquels on peut vous accompagner. Et donc maintenant, je vais laisser la main à Sylvain Lebras qui va commencer à nous parler des batteries, le sujet du jour. Hop. Sylvain, c'est à C'est bon toi. pour moi. Vous voyez mon écran. Alors, je vais passer en plein écran. Bonjour. Je vais pas passer sur des slides de présentation de la société. Je pense que quasiment tout le monde nous connaît. On est à Avnet Silica. On est le trait d'union entre les deux personnes qui sont avec moi en plus aujourd'hui, c'est-à-dire nos fournisseurs comme NXP et nos clients comme BMS PowerSafe. Donc, je suis Sylvain Lebras, en charge du développement des thématiques Power et des marques associées. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez déjà vu dans l'agenda, on va parler de l'implémentation et de la genèse d'un pack batterie. On va vraiment partir de la brique de base pour aller jusqu'au système assemblé avec une durée de vie optimisée. On va également regarder ce que l'avenir nous réserve en se penchant sur la loi de Moore et les autres lois du même type, qui vont pouvoir nous permettre d'avoir des conjectures assez précises sur l'évolution des batteries, de ce qu'elles vont pouvoir faire en termes de performance et de prix, et ce qui va nous amener à ouvrir des nouveaux marchés avec ces batteries. Donc, la brique de base d'une batterie, c'est toujours la même, c'est ce qu'on appelle l'élément. Alors, l'élément peut avoir plusieurs formes au final. On a retrouvé dans les débuts de l'électronique et des batteries, beaucoup de batteries de forme cylindrique. Ce que l'on voit depuis quelques années, c'est l'arrivée aussi des enveloppes souples de type pouch. Et
on le voit sur cette partie du graphique-là, qui est extrait du Volta Report. Depuis quelques années, la tendance est à la réduction en volume, en part de marché, mais pas en volume, puisqu'au final les volumes augmentent, du nombre de batteries cylindriques, au profit des batteries prismatiques qui généralement sont beaucoup plus grosses. On va pas parler beaucoup de chimie aujourd'hui, mais juste pour vous dire que les batteries prismatiques sont aussi poussées par la montée en puissance des batteries de type LFP, lithium fer phosphate, face aux technologies un peu plus historiques qui sont basées sur du nickel. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui s'applique à tous les types de batteries. Vraiment, il ne faut pas partir du principe qu'il y a une technologie de batterie qui va pouvoir vous amener à vous priver de l'électronique qui va être associée. Et vous allez voir pourquoi dans les prochaines slides. Donc, cette brique de base de l'électronique, on va pouvoir faire une abstraction pour revenir dans un domaine qu'on connaît bien, qui est celui de l'électronique. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'électroniciens autour de la table, et si vous n'êtes pas électronicien, ne vous inquiétez pas, ça va être expliqué assez simplement. Cette brique de base de l'électronique, c'est l'élément lithium. Un élément lithium, c'est un petit peu plus de 3 volts de source de tension avec une résistance interne en fonction de la taille de la batterie, en fonction de la conception de la batterie, on va faire la part belle à la quantité d'énergie stockée ou à la présence d'une faible résistance interne. Donc ici, pourquoi on va optimiser la résistance interne? Parce que tout simplement, elle va être liée à la quantité d'énergie que va pouvoir restituer la batterie. Ce que vous voyez ici, c'est que sur un élément standard, qui est un 18650, qui est connu désormais parce qu'on le voit dans notre environnement et dans les mains de nos collègues qui utilisent de la cigarette électronique, par exemple, cet élément lithium va être capable en fonction de sa résistance interne, de fournir une puissance qui va jusqu'à une douzaine de watts. Si la résistance interne descend, on aura encore plus de puissance possible. Donc là, cet élément-là, pour l'utiliser en électronique, on va assez souvent faire des assemblages de type série. L'assemblage de type série va consister à connecter deux éléments en série avec une languette métallique. Cette languette métallique va nous permettre d'avoir des tensions qui seront supérieures aux 3 volts 7, 3 volts 3, 3 volts 2 que l'on a par élément et à adresser des usages différents. Par exemple, les usages de la mobilité, plus on va vouloir monter en performance et plus on va augmenter les tensions. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est la nomenclature qu'on utilise pour décrire les packs batteries. Donc une batterie, généralement, c'est un pack batterie constitué de plusieurs éléments. Donc là, on associe deux éléments en série et on obtient, selon la nomenclature, une topologie 2S, 1P. Deux cellules en série, une cellule en parallèle. L'avantage, comme je le disais, est qu'on va additionner les tensions en circuit ouvert des batteries et permettre des usages différents et généralement des puissances supérieures. L'autre type d'assemblage que l'on va utiliser, c'est l'assemblage parallèle. L'assemblage parallèle va nous permettre de mettre en parallèle les éléments, donc on ne va pas additionner les batteries, mais on va diviser par le nombre d'éléments la résistance interne. Et du coup, on va pouvoir délivrer plus de puissance. Ça, c'est le premier avantage, mais on va aussi pouvoir, puisque quand vous sortez de l'énergie de l'élément de stockage qui est juste ici, vous allez avoir besoin de traverser cette résistance interne. Si vous avez deux résistances internes en parallèle, la résistance interne équivalente que vous allez traverser va être deux fois plus faible et vous allez avoir des pertes qui vont être moindres pour la même puissance délivrée à votre application. Donc c'est aussi l'autre avantage de mettre des batteries en parallèle. On va, la plupart du temps, pour répondre aux besoins de puissance qui sont grandissants, utiliser des topologies qui vont combiner la mise en parallèle. Donc là, vous voyez, on prend trois éléments, on les met en parallèle. On prend ensuite deux éléments, deux packs de trois éléments que l'on met côte à côte et on va connecter tout ça en série. On va reproduire cette opération pour obtenir un pack qui va être, par exemple, utilisable de topologie 4S, 3P, 4 cellules en série, 3 en parallèle. Donc au total, 12 cellules qui vont nous permettre, cette fois-ci, si on refait l'application numérique, de délivrer, toujours avec nos 40 milliohms typiques de résistance interne, jusqu'à 152 watts. 152 watts, on peut commencer à parler d'une mobilité électrique légère, mais la plupart du temps, il faudra plus que ça. Par exemple, pour un vélo assistance électrique, on va se balader aux alentours de 300-400 watts.
Ici, vous avez l'exemple un petit peu extrême de cette combinaison d'éléments en série et en parallèle. Donc, c'est un modèle historique déjà. C'est la batterie qui est utilisée dans la Tesla Model S, la P85D. Mais c'est pour vous montrer que cette combinaison de milliers de cellules va être possible et va permettre d'avoir de la mobilité des applications beaucoup plus lourdes. Donc là, on est toujours sur le même élément, le 18650, sauf qu'on va en mettre 96 en série et 74 en parallèle. Donc ça nous donne plus de 7000 éléments au total. Ces 7000 éléments vont être combinés dans un pack batterie comme celui-ci. Donc là, on voit ce qu'on va discuter après, la partie BMS. Ici, vous avez une des connexions, positive ou négative, et là vous avez l'autre connexion, positive ou négative. Et ce que vous voyez ici, c'est des batteries cylindriques qui ont été assemblées. Donc ça, c'est un collecteur qui va permettre d'atteindre au niveau de chaque module la puissance désirée et la tension en circuit ouvert désirée. Donc là, vous avez la mise en évidence un petit peu de la topologie et de la manière dont est organisé ce pack batterie de Tesla. Vous avez une cellule, 74 en parallèle, etc. Une cellule, 74 en parallèle. Là, on va retourner. Ça, c'est un collecteur qui fait le lien. On retrouve 16 modules comme celui-ci pour faire la traction du véhicule. Et 16 modules comme celui-ci, on va retrouver une tension de 350 volts, 400 volts en fin de charge et 350 volts lors de l'utilisation courante du véhicule. Ce que l'on observe, c'est qu'avec l'augmentation des performances, avec aussi la volonté de réduire la quantité de cuivre dans les véhicules, on va avoir tendance à monter en tension pour permettre des performances et une utilisation moindre du cuivre en réduisant les sections de conducteurs. Donc, on réduit les sections de conducteurs parce qu'à puissance équivalente, on a P égale UI. Si la tension augmente, le courant diminue et du coup, les conducteurs peuvent être plus fins. Ici, on va discuter à propos du bloc noir que vous aviez vu sur la batterie de la Tesla et le pourquoi on va associer de l'électronique aux batteries. Donc il faut savoir que comme tous les systèmes qui stockent de l'énergie, on prend un risque que cette énergie décide brusquement de se répandre dans l'environnement, sous forme la plupart du temps d'un beau panache de fumée, voire d'un incendie. La batterie lithium, elle ne déroge pas à ça, qu'elle soit lithium fer phosphate, qu'elle soit lithium nickel manganèse cobalt. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que dès lors qu'on va être dans un des cas ci-dessous, alors c'est pas limitatif, hein, on a d'autres cas qui vont pouvoir créer un incendie avec une batterie, on va risquer vraiment l'incendie. Donc là, la tension trop élevée, on surcharge la batterie, le courant trop élevé, à la charge ou à la décharge, ainsi que la charge à haute température, vont pouvoir créer un emballement thermique. Cet emballement thermique, en plus d'abîmer la batterie, risque d'être incontrôlable et d'amener à un feu ou de la fumée. L'autre raison pour laquelle on associe l'électronique aux batteries, c'est pour éviter de détruire la batterie lors de l'usage. Il faut savoir qu'une batterie, elle est tenue en état par la tension à l'intérieur. Si vous déchargez totalement une batterie, ou plus que totalement, on verra comment c'est possible, vous allez avoir tendance à digérer une partie de cette batterie et à détruire durablement et définitivement ses performances. Par exemple, la batterie ne tiendra plus la charge ou elle ne prendra qu'une partie de la charge qui est normalement stockée dans cette batterie. Donc, ici, vous avez la raison de l'association d'électronique aux batteries, notamment lorsque les batteries ne font pas exactement la même capacité. C'est toujours le cas. Alors, quand elles sont totalement neuves, elles sont triées pour avoir des batteries qui font toutes 2 ampères heure, 1,8, enfin 2,01 ampères heure. Par contre, quand elles vieillissent, elles vont pas vieillir à la même vitesse. Ce qui va se passer, c'est que si je charge une batterie ici avec un même courant, donc un courant max de 3 ampères qui va descendre au fur et à mesure de la charge avec la charge CCCV, on va se retrouver avec une batterie qui va arriver à 100% de charge, celle qui est en bas, parce que sa capacité est la plus faible. Ici, l'autre batterie ne sera pas totalement chargée. Si malheureusement on poursuit la charge pour avoir la batterie du haut également totalement chargée, on va avoir un autre problème, c'est que la batterie du bas sera surchargée. Le même phénomène se produit lors de la décharge. Donc là aussi, il va falloir trouver un système qui va nous permettre d'éviter de détruire la batterie sur un cycle de charge ou de décharge. Ici, le rôle du BMS, c'est de gérer l'équilibrage des cellules.
Donc, ce BMS, c'est un système électronique qui va permettre de surveiller les tensions individuelles de chaque cellule et donc l'état de charge. Lorsque le BMS va fonctionner, il va vérifier les tensions V1, V2, et ces tensions V1, V2 vont permettre de commuter des interrupteurs. Donc, il y a plusieurs typologies de BMS. Là, je vous cite la plus simple. On va commuter un interrupteur ici et on va avoir une résistance qui va permettre d'avoir un courant d'équilibrage. Donc là, vous voyez, vous avez un courant de charge qui va être au maximum de 3 ampères, même pour la simplicité du calcul, mettons-le à 2 ampères en milieu de la phase de charge. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va envoyer 1,8 ampères par ici, 200 milliampères par ici, et on va éviter la surcharge. Et là, vous le voyez, les deux batteries vont atteindre le 100% de state of charge, d'état de charge en même temps. L'autre rôle du BMS, ça va être de détecter les surintensités. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va court-circuiter ou demander trop d'énergie à une batterie, on va avoir tendance à générer de la chaleur. Cette chaleur, elle est liée au parcours de la résistance interne de la batterie. Malheureusement, le parcours de la résistance interne de la batterie va amener une élévation de température. Donc là, vous avez l'application numérique, 18,5 ampères pour une petite cellule comme celle-ci. Et si on fait P égale R I carré, 68,5 watts. Ce qui veut dire qu'au bout de 1 minute d'application, votre batterie va très probablement commencer à ressembler à du popcorn. Et au bout d'1 minute 10, vous avez beaucoup, beaucoup de chance, ça va dépendre de la batterie, de la température ambiante, d'abîmer définitivement et de créer un incendie. Donc le BMS, on va lui adjoindre un élément de mesure de courant qui s'appelle un shunt. Donc un shunt, c'est une résistance de faible valeur avec une précision élevée. Et il va permettre ce shunt de mesurer le courant qui sort de la batterie. Et lorsque l'on a un court-circuit, comme représenté ici, ce shunt va ouvrir le système et éviter l'emballement thermique et le départ d'incendie. Le rôle suivant du BMS, ça va être de stopper la charge ou la décharge en fonction de la tension ou de l'état de charge de chacun des éléments. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, je décharge dans mon système à alimenter mon pack batterie, qui est un élément 2S 1P. Lorsque j'ai totalement déchargé la batterie du bas, pour éviter de l'endommager, et même si la batterie du haut est légèrement chargée, je vais devoir arrêter la décharge. Et c'est le rôle du BMS de détecter que cette batterie est totalement déchargée, et même s'il reste de l'énergie là, d'arrêter la décharge, préservant ainsi la durée de vie de la batterie. Le quatrième rôle du BMS est aussi de surveiller la température des éléments. L'environnement, le vieillissement de la batterie peut amener à avoir des élévations de température, soit globales, soit localisées. Et le BMS, pour assurer la sécurité du pack batterie, va devoir faire cette surveillance. Donc des fois, on a une mesure de température par élément, des fois, on a une, deux ou trois sondes de température par pack batterie. Ça va vraiment dépendre du type de BMS, mais ça, NXP vous en dira plus. Donc là, le BMS va prendre la responsabilité lorsqu'il y a une élévation de température anormale, soit de demander la réduction du courant de charge, soit si la température continue d'augmenter, d'arrêter la charge en ouvrant le relais ou le solid state relay. Le dernier rôle du BMS, ça va être de communiquer. Communiquer pourquoi? Pour donner l'information à l'utilisateur du niveau de batterie restante, mais aussi pour assurer la sécurité et la valorisation des éléments enfin, des batteries dans leur application. C'est aussi une obligation réglementaire qui est associée au passeport batterie et à la réglementation européenne associée. On doit communiquer des informations qui ne sont pas statiques, mais des informations qui vont évoluer au fur et à mesure de la durée de vie du produit, enfin, de la batterie qui est intégrée dans le produit. Et cette directive européenne, elle est là aussi pour faire adopter plus largement et pour retirer les freins psychologiques à l'achat d'un véhicule à batterie, à l'utilisation des batteries. Elle va faciliter le diagnostic, la réparation, le réemploi. Vous verrez ça dans la suite des présentations. Et on a un certain nombre d'informations qu'on va devoir sortir, notamment la capacité résiduelle et aussi, vous voyez directement au niveau 5, dans la mesure du possible, la résistance ohmique, dont va découler à peu près tous les autres paramètres. Donc la résistance ohmique de la batterie va avoir aussi un impact sur la puissance résiduelle et le rendement énergétique aller-retour résiduel. Parce que le rendement énergétique, on doit traverser la résistance interne. Si la résistance interne augmente, c'est le premier signe de vieillissement d'une batterie, on va avoir un rendement énergétique aller-retour qui va lui aussi descendre.
L'interconnexion du BMS, là vous avez un exemple très artisanal, mais qui représente parfois pour nos clients une étape de prototypage importante. Vous avez besoin d'interconnecter le BMS sur chacun des îlots qui va être présent sur les packs batteries. On en a parlé à plusieurs reprises. Le Solid State Relay, c'est quelque chose qui se développe énormément, puisqu'il a l'avantage, contrairement au fusible, d'être réarmable, et contrairement au relais, il a l'avantage de fonctionner sans aucune pièce mécanique mobile. Donc le Solid State Relay permet, grâce au progrès continu des MOSFET, de faire des interrupteurs à semi-conducteurs avec une durée de vie très longue, avec des temps de réaction qui sont de l'ordre de la microseconde, donc c'est-à-dire qui évitent toute dégradation de la batterie et du système lors d'un court-circuit ou lors d'une surcharge. Donc là, vous voyez, je vous ai mis un exemple d'une sélection qui a été faite pour un de nos clients dans le domaine automobile pour couper du 12 volts et du 300 ampères au maximum. Donc on vient combiner quatre MOSFET tête bêche pour venir passer une certaine quantité d'énergie qui correspond à un usage dans un véhicule de tourisme standard. Là aussi, pourquoi associer de l'électronique aux batteries? Ça va permettre de prolonger leur durée de vie et de tolérer les pannes. Il faut savoir que la plupart du temps, les défaillances, et je vous ai mis un extrait du Volta Report, proviennent de l'équilibrage du système. En ayant un système un BMS qui va être capable d'équilibrer correctement le système, bah, on voit que d'un seul coup, on va réussir à diviser, à réduire de deux tiers les défaillances dans un système à batterie. Derrière, on va être capable de travailler sur d'autres éléments. Mais on voit que la première chose à faire, c'est vraiment de travailler sur l'équilibrage du système. L'équilibrage du système, se fait en sortant les éléments défectueux du circuit, mais également avec des nouvelles technologies qu'on appelle d'équilibrage actif. Donc là, vous voyez par exemple, on va décharger les éléments les plus chargés dans les moins chargés, et on va permettre d'avoir aussi, lors de la décharge, un équilibre des state of charge qui va permettre de maximiser la durée de vie et de tolérer un élément qui sera un peu plus faible que les autres. L'autre système qui va être utilisé, ça va être de sortir les éléments défectueux du circuit en ouvrant au niveau de la batterie et en permettant de faire ce qu'on appelle du cell bypass. Donc là, vous avez dans les références tous les documents que j'ai utilisés pour vous présenter, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, puis n'hésitez pas non plus à nous contacter. Maintenant, du côté des applications et des projections en termes de prix, vous avez ce qu'on appelle les courbes d'expérience. Donc les courbes d'expérience, la plus connue, c'est la loi de Moore, mais pour moi, la plus utile, c'est la loi de Wright. La loi de Wright, elle établit une corrélation, comme je l'ai mis ici, entre un volume de production cumulé et le prix de revient. Cette loi, elle est connue depuis les années 50 et même, je crois qu'elle a été utilisée sur la Ford Model T, donc bien avant. Cette loi de Wright, elle permet vraiment d'anticiper la baisse de prix des batteries et c'est vérifié sur de nombreux exemples. Donc là, vous avez sur cette slide-là les prix des cellules photovoltaïques et des modules solaires. Et bonne nouvelle pour nous, la, la baisse de prix des batteries suit jusqu'à maintenant la loi de Wright et nous permet d'avoir des projections sur l'avenir, pour l'avenir, sur le prix des batteries. Donc là, vous voyez, on est en 2024, je vous ai mis le point en évidence. Les projections pour 2030, si on continue à suivre la loi de Wright, nous amènent à environ en moyenne 75 $ le kilowattheure d'énergie stockée, ce qui représente une source un stockage d'énergie très compétitif. Et avec les batteries lithium fer phosphate, très récemment, on discutait avec un client qui nous parlait d'un prix de 35 $ par kilowattheure sur du lithium fer phosphate. Donc on est vraiment sur des choses qui, au niveau compétitivité, ne sont plus des technologies extrêmement coûteuses comme elles pouvaient l'être il y a seulement 5-6 ans. On a une baisse de prix qui est extrêmement rapide. La loi de Moore, elle, va plutôt concerner les performances des batteries. Elle a été vraie pendant 50 ans. Malheureusement, pour vous, la loi de Moore n'est pas vraie sur les batteries. La loi de Moore a été
enfin, l'équivalent de la loi de Moore pour les batteries a été dépassé. Parce que on observait une évolution relativement lente des performances de batterie jusqu'en 2015-2016. Et ce que l'on voit, c'est depuis 2016 une accélération fulgurante des performances et de la vitesse à laquelle ces performances augmentent. Donc là, il y a des papiers de recherche en ce moment qui sont en train de parler de 870 Wh par kilogramme. 870 Wh par kilogramme, ça veut dire qu'on va aller tutoyer encore un petit peu plus le haut de la partie du tableau. Donc ça a un impact. Déjà, c'est une augmentation beaucoup plus rapide que prévu. Ça disqualifie des technologies concurrentes, l'hydrogène, les biocarburants, les carburants de synthèse, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ici, vous avez un graphique qui vous montre la quantité d'énergie par volume et la quantité d'énergie stockée par unité de poids. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, notamment sur la partie quantité d'énergie par unité de poids, dès lors qu'on parle de mobilité, on va autoriser des usages nouveaux qui sont la mobilité de marchandises légères, l'aviation légère, puis, lorsqu'on augmente encore les performances, la mobilité de enfin, le transport de marchandises lourd et l'aviation moyen courrier, désormais, qui devient potentiellement électrifiable sous l'effet de la réduction du poids nécessaire pour stocker une même quantité d'énergie. Je vous ai mis l'intégralité des références ici. J'espère être à peu près dans le timing. David, je te laisse la main et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh ben, merci Sylvain. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite avec François NS de BMS PowerSave. Je te laisse la main, François. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est C'est bon. bon. Oui. Donc, je vais vous présenter effectivement la sécurité et la sûreté des batteries et les enjeux qui sont liés à ça sur les batteries. Donc, pour vous présenter rapidement BMS PowerSafe, on fait partie du groupe StarTech Energy. Donc, c'est un groupe dans lequel on conçoit et on fabrique des BMS à travers BMS PowerSafe, mais également des batteries lithium, des chargeurs et des convertisseurs d'énergie et également des IHM. Aujourd'hui, sur la partie BMS PowerSafe, on a environ 25 ans d'expérience en électronique embarquée. On est reconnu comme fabricant de BMS sur mesure en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, on est vraiment spécialisé sur l'intelligence des systèmes embarqués et on a une gamme de produits qui peut couvrir des tensions allant de 12 à 1000 volts avec toutes les électrochimies. On développe nous-mêmes nos propres algorithmes d'optimisation des batteries avec des technologies de parallélisation. Donc, on a parlé de parallélisation de batterie juste avant. Merci Sylvain. Effectivement, nous, on a aussi des technologies de parallélisation pour paralyser les batteries entre elles. Et comme vous pouvez le voir, on a pas mal de références dans de nombreux marchés, mais beaucoup dans la mobilité. Aujourd'hui, 100% de nos produits sont conçus et fabriqués en France. On a des sous-traitants français pour le montage des cartes, mais chaque BMS est testé unitairement dans notre usine. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment un niveau de qualité qui est assez élevé sur nos produits. Quelques exemples d'applications et de BMS qu'on utilise. Aujourd'hui, par exemple, sur du 14S, donc 14 cellules en série, pour une tension de 48 volts, pour un BMS, donc dans la mobilité douce sur le vélo électrique. Donc, on a un contrat avec Valeo. On a développé un BMS qui va être fabriqué, qui est fabriqué à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et qui a potentiellement plusieurs centaines de milliers, qui va vraiment utiliser les composants de dernière génération. Donc, ça, c'est typiquement le sujet du moment. On va avoir des BMS qu'on va pouvoir sérialiser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des modules en série comme dans ce robot agricole que vous voyez ici, un robot agricole de la marque Vitibot, qui va embarquer 80 kWh d'énergie. Donc on est quasiment dans l'énergie qu'on va avoir dans un véhicule électrique, dans lequel on va avoir 4 modules en série de 24 volts pour atteindre une tension de 96 volts. On est capable de développer des batteries, des BMS 100% sur mesure avec un niveau de sophistication très élevé comme ce qui peut être requis notamment avec ArianeGroup dans l'aérospatiale. Et dernièrement, pour répondre notamment aux besoins de puissance
en charge ou en décharge. On a énormément de demandes en haute tension, avec des tensions effectivement qui ont commencé à 350-400 volts, mais dernièrement qui ont tendance à monter à 800, voire à 1000 volts, avec notamment un système IVO, donc IVO pour High Voltage, qui permet de répondre avec modularité à tous ces besoins dans la mobilité, comme vous pouvez le voir ici, nautisme, véhicules particuliers, véhicules professionnels et également tout ce qui est autobus et camions. Alors, rentrons dans le sujet d'aujourd'hui de l'importance des batteries et les risques dans les véhicules électriques. Donc, comme ça a été mentionné auparavant, effectivement, le risque aujourd'hui, c'est vraiment la surchauffe. Alors, quels sont les éléments qui peuvent amener cette surchauffe dans le véhicule? Donc, la première raison, c'est souvent des courants trop importants ou alors des câbles ou des tags qui vont être mal dimensionnés ou mal serrés dans la batterie. Ça, c'est une des premières raisons de surchauffe. On peut avoir également un élément défaillant qui peut lui-même être en surchauffe dans la batterie, qui amène ensuite la surchauffe dans la batterie, ou alors un court-circuit interne. On peut avoir un événement extérieur, notamment quand les batteries sont placées près d'un élément chauffant. C'est des choses qui ont déjà été expérimentées dans certains véhicules lors de la conception. Effectivement, il faut aussi savoir isoler la batterie d'éléments chauffants dans le véhicule. La température extérieure va être très importante par rapport à, effectivement, à la capacité de la batterie de surchauffer. Donc, si on est à Dubaï ou au Norvège, ce ne sera pas la même chose. Et ensuite, on peut avoir un court-circuit qui est, lui, externe à la batterie. Ces surchauffes, souvent, sont la cause principale de l'incendie. Donc, l'incendie sera la conséquence d'une surchauffe qui ne sera non maîtrisée, ou un court-circuit qui peut être suffisamment fort pour passer directement la surchauffe et aller directement vers l'incendie pour des courts-circuits qui sont vraiment très significatifs. Les autres risques dans les véhicules électriques sont liés aux défaillances mécaniques. Donc, ça peut être une défaillance mécanique de mauvaise conception du véhicule ou de la batterie, ou d'un mauvais serrage, comme ça a pu être énoncé avant. Et ça peut être effectivement aussi une défaillance mécanique externe, un choc sur la batterie ou un accident. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que la batterie est un élément structurant du châssis du véhicule, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. C'est la course à faire baisser le centre de gravité pour effectivement augmenter améliorer la tenue de route du véhicule et sa stabilité. Mais ça a aussi des impacts, notamment en cas d'accident, directement sur le pack batterie, et ça peut en limiter aussi sa réparabilité. Aujourd'hui, au niveau de l'importance des batteries, il y a un cadre réglementaire qui existe et qui est vraiment clair. Donc aujourd'hui, vous avez différentes normes qui sont soit des normes générales, soit des normes sectorielles, que je vais rapidement parcourir pour vous expliquer un petit peu le cadre réglementaire, auquel s'ajoute effectivement le passeport batterie qui a été énoncé précédemment. Donc, à minima, aujourd'hui, on a une norme transport qui s'appelle, donc, pour laquelle il faut passer une certification qu'on appelle l'UN 38.3, qui est une certification, une homologation qui va être nécessaire à partir de 100 packs batterie série mis sur le marché. Donc, on y arrive assez vite, hein, même sur des petits marchés sectoriels. C'est ce qui va permettre de déclarer la batterie non plus comme un élément dangereux, mais comme un élément classique qui peut être transporté sans souci. Donc, les laboratoires proposent des homologations et des certifications 38.3 suite à des tests, notamment électriques, et des tests de mécanique qui mettent la batterie à l'épreuve pour avoir cette certification. Ensuite, on va avoir des normes sectorielles plus poussées, notamment dans l'automobile, la R100-2 qui est passée en R100-03, qui va aller beaucoup plus loin sur notamment des tests d'écrasement ou des tests au feu pour aller beaucoup plus loin dans les applications automobiles. On va avoir des équivalences dans nautisme ou en aérien. En nautisme, par exemple, on connaît le DNV qui est aussi une norme assez exigeante sur cette partie-là. Juste pour information, il y a des buzzers aujourd'hui qui sont à l'étude, notamment sur les 2 ou 3 roues, pour que si on a un problème batterie, on ait une sorte de signal sonore qui permette à l'utilisateur de se dégager du véhicule. Donc, voilà, il y a pas mal de choses à ce niveau-là qui sont en train d'être réfléchies. Et le passeport batterie vient effectivement se rajouter pour déterminer effectivement ses grandeurs, bien les sauvegarder et communiquer un meilleur suivi de l'état de santé de la batterie et de son vieillissement. Donc, c'est vraiment un passeport qui va permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité sur la batterie.
Aujourd'hui, tous nos BMS, nous, sont déjà ready par rapport à ces demandes du passeport batterie. Aujourd'hui, en parlant de l'évolution des BMS, alors on a pu suivre vraiment avec précision aujourd'hui, effectivement, quels étaient tous les rôles du BMS. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas revenir dessus, je vais juste préciser les 3 éléments de base qui sont déterminer les performances de la batterie à un moment donné, 2, savoir les communiquer au véhicule, et 3, permettre de les optimiser pour maximiser la durée de vie de la batterie. Donc là, on est vraiment dans les fonctions de base du BMS. Quelles sont les évolutions aujourd'hui qui existent et notamment qu'on a mis en place dans les derniers développements? Donc la première, ce sera la conception basse consommation. Donc pour limiter l'impact énergétique du BMS en fonctionnement ou alors en veille, donc en stockage, on va utiliser des composants qui permettent d'avoir des meilleurs niveaux, des meilleures consommations énergétiques, plus optimisées, et qui permettent d'avoir des meilleurs niveaux de consommation. On va travailler sur l'amélioration et l'estimation des estimations de SOC, donc State of Charge, et SOH, State of Health, donc l'état de santé et l'état de charge de la batterie, et notamment pour optimiser toujours la durée de vie et le dimensionnement des batteries. Aujourd'hui, ce qu'on essaye aussi de proposer à nos clients, c'est d'éviter le surdimensionnement des batteries, parce que le surdimensionnement, c'est forcément coûteux, c'est du poids en plus, etc. Le troisième élément, c'est le développement d'algorithmes de plus en plus complexes. Alors aujourd'hui, les lignes de code qu'on a dans nos BMS sont de plus en plus importants. Toujours dans le but de maximiser la performance, on va déterminer de manière vraiment avancée les IMD, IMR et tout ce qui est. On va avoir vraiment un travail en commun qui est très important avec les intégrateurs pour épouser 100% des attentes de l'application. Ça veut dire qu'on va développer un niveau de sophistication vraiment élevé pour pouvoir coller à l'application et potentiellement aussi permettre à nos clients de se différencier de leurs concurrents sur des comportements notamment liés au véhicule ou au fonctionnement du véhicule. Enfin, des algorithmes aussi beaucoup plus poussés pour assurer la sûreté de fonctionnement, donc j'y reviendrai dans les prochains slides. Autre point d'avancée et d'innovation sur les BMS dernièrement, c'est la capacité d'utiliser des nouveaux composants qui sont beaucoup plus intégrés. Donc, on a moins de composants sur les cartes électroniques. Alors, ce qui va permettre également aussi une optimisation de la compacité du BMS, donc moins de place prise par le BMS dans la batterie. Donc, ça, c'est aussi très intéressant. Et également une meilleure gestion thermique du BMS. Comme on l'a vu, la surchauffe de la batterie peut être liée à un élément chauffant dans la batterie et le BMS lui aussi peut être un élément chauffant. Donc effectivement, cette gestion thermique est fondamentale. Aujourd'hui, on utilise notamment aussi des MOSFET de dernière génération qui permettent de limiter ces échauffements sur le BMS. Enfin, dernier point, sur l'évolution des BMS et sur les innovations, on va essayer maintenant de travailler sur des plateformes de BMS qui permettent, alors c'est aussi les composants qui nous permettent de le faire, qui permettent de modulariser beaucoup plus facilement nos BMS pour atteindre des niveaux de tension différents et donc de pouvoir notamment améliorer la modularité des BMS si on veut changer par exemple d'électrochimie dans une application et également la potentielle réutilisation de ces BMS dans d'autres secteurs ou dans d'autres applications. Donc voilà vraiment les évolutions qui sont données aujourd'hui sur la partie BMS. Dernier point là-dessus, c'est la capacité des diagnostics que va avoir le BMS de la batterie, mais également la capacité du BMS à s'auto-diagnostiquer. Donc c'est là qu'on va faire un focus sur la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire que le BMS va avoir ce rôle aussi de pouvoir s'auto-diagnostiquer. Donc prenons un exemple. Aujourd'hui, sur la sûreté de fonctionnement, c'est déterminé par des normes. Donc aujourd'hui, on a pris l'exemple de 2 normes qui sont la SIL, donc SIL et ASIL. Donc quelques mots sur ces normes. Aujourd'hui, SIL, c'est une norme industrielle qui est basée sur la norme EN 61508, Safety Integrity Level. Donc c'est une norme de base qui a été beaucoup utilisée depuis plusieurs décennies sur toutes les applications industrielles. Et on a eu l'ASIL qui est plus récente, qui est toujours basée sur la 51508, mais qui a été modifiée et adaptée notamment au milieu automobile. Sachez que la base SIL a été modifiée pour d'autres secteurs, comme le ferroviaire, le médical et d'autres secteurs également.
mais on est toujours sur cette base EN 61108. L'idée, l'objectif, c'est de vérifier que le BMS fonctionne correctement et qu'il est en capacité d'indiquer une défaillance, qu'elle soit batterie ou BMS. Donc, il y a des évolutions qui sont régulières, mais les bases SIL existent depuis quand même plusieurs décennies. Alors, je vous ai ici précisé les niveaux de SIL et d'ASIL qui existent par rapport aux exigences. Donc, le SIL va aller de 1 à 4 et l'ASIL va aller de A à D. Vous avez ici des exemples dans un véhicule, des différents éléments composant le véhicule avec différents niveaux d'ASIL. À ma connaissance, la batterie lithium aujourd'hui dans un véhicule, qui est le niveau qui est demandé, c'est plutôt l'ASIL D. Deux exemples clients pour finir cette présentation. Donc ici, on est dans une application sous-marine, donc de valves pétrolières, dans une batterie de sécurité qui pourrait, en cas de problème, pouvoir fermer une valve pétrolière qui se situe à environ 20 000 mètres sous l'eau. Les risques, clairement, dans cette application sont des risques d'abord écologiques, éviter une marée noire, et ensuite un risque économique, c'est-à-dire que si on a le phénomène de marée noire, on a une intervention qui a un coût très significatif. Eh bien, on a donc conçu un BMS avec une certification SIL 2 dans cette application afin d'assurer le niveau de sûreté de fonctionnement qui était requis pour l'application. Et cette certification s'est faite à travers un organisme tiers. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une application typiquement stratégique. Et dernier exemple, aujourd'hui, c'est sur la cybersécurité. On entend beaucoup parler de ce mot-là aujourd'hui. Aujourd'hui, les BMS sont aussi concernés par la cybersécurité. Typiquement, on va essayer d'éviter l'implantation d'un software malveillant et également le remplacement des données qui pourraient être effectuées dans le BMS, le nombre de cycles, le SOH, les relevés de température, ou tout ce qui pourrait être vu comme des tentatives d'élargir la garantie. Typiquement, comme on peut voir aujourd'hui sur les arnaques au compteur de kilométrage, c'est pour éviter tout ça. Enfin, dernier point, c'est le contrôle de l'utilisation de la batterie de l'application qui va nous permettre, par exemple, de certifier que la batterie est bien d'origine et qu'on n'est pas face à une contrefaçon. C'est les mêmes techniques qui sont utilisées typiquement dans les cartouches d'imprimante jet d'encre. Ou tout ce qui est information de la batterie et confidentialité des données, notamment des données personnelles ou des données du client. Voilà pour la partie BMS et je vous remercie pour votre attention. Merci François. On va passer avec Emmanuel Carsenac de NXP pour tendance technologique et opportunités. Et juste une petite note, vous allez recevoir sur la fin de la présentation d'Emmanuel un sondage à remplir à la fin de la présentation d'Emmanuel. Emmanuel, c'est bon pour toi? On te laisse la Euh, main? oui, vous m'entendez. Oui, c'est Je bon. vais partager. Et le partage arrive, super. On voit ton écran D'accord. Je n'arrive pas. Hop là. et on voit la présentation, c'est parfait. Je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Donc, voilà. Donc là, on va parler plutôt côté électronique, donc on descend encore d'un niveau. Et donc, quelles sont les solutions que NXP peut proposer côté BMS pour adresser notamment ces aspects de sûreté de fonctionnement et de sécurité, hein, sachant que donc la sûreté de fonctionnement et la sécurité, c'est toujours très très lié et tout va ensemble. Voilà. Et donc, pour ceux qui connaissent peut-être pas NXP, hein, juste NXP, on est ex-Philips, ex-Freescale, ex-Motorola, pour faire assez simple. Donc voilà, à travers NXP, donc on vient de l'automobile, hein, donc on adresse aujourd'hui bien entendu les problématiques BMS pour l'auto en priorité, et là on va parler d'une nouvelle plateforme que nous lançons pour adresser justement ces tendances marché, pour adresser tout ce qui est ESS, Energy Storage, à travers donc un vertical qui s'appelle Power et Energy à travers NXP. Et dans un deuxième temps, on couvrira le batterie passeport un peu plus en détail, tout en restant assez haut niveau. Donc, le segment, le vertical à travers NXP, Power Energy, donc, permet de couvrir plusieurs segments, côté Energy Management, côté, on va dire, EV Charging, côté ESS, Power Conversion et métrologie. Donc, NXP est vraiment à différentes technologies et on est vraiment expert dans la sécurité, hein. Si vous n'êtes pas au courant, NXP, on travaille, on est dans tout ce qui est
Donc, carte d'identité, passeport, carte de crédit. Donc, la sécurité, c'est vraiment notre ADN. Et la sûreté de fonctionnement, tout ce qui est safety, c'est vraiment le côté automotif que l'on réutilise pour les applications industrielles, puisque les tendances, vraiment les grosses tendances, c'est plus de sécurité, plus de sûreté de fonctionnement. NXP possède plusieurs technologies, et notamment toutes les technologies sans fil, Wi-Fi, BLE, Thread, Zigbee, Ultra Wideband. On est aussi leader dans tout ce qui est Matter, donc qui est le nouveau standard pour pouvoir faire de la communication universelle entre différents objets connectés. Voilà, le but du jeu, c'est de standardiser la communication à travers donc différentes technologies et à travers donc on va dire un langage unique et donc qui s'appelle Matter. Comme vous l'avez bien compris, il faut essayer aussi, en termes si on se positionne par rapport à nos clients, ben, les clients, ils ont besoin de scalabilité. On en a parlé un petit peu avant pour adresser différents marchés, différentes tensions de batterie, par exemple. Et il faut essayer aussi de pouvoir maximiser le reuse des softwares. Donc, c'est ce que NXP essaye de faire vraiment à travers toutes nos solutions. Et l'un des points clés, hein, c'est ben, il faut faire toujours mieux, toujours plus vite et toujours avec plus de normes et plus de standards. Hein. Si on résume tout, hein, voilà, je pense qu'on a tous eu l'expérience aussi avec les agriculteurs. Donc, ben, c'est la même chose dans l'électronique, c'est la même chose dans la batterie. Plus fort, plus vite et mieux. Donc, NXP essaye vraiment de fournir des solutions pour aider nos clients à aller plus vite sur le marché, avec notamment donc, des solutions, et notamment pour le ESS, qui sont pré-certifiées. Et vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, NXP, encore une fois, on est fournisseur donc, de composants électroniques. Hein, donc, on ne fournit pas un BMS. Hein, on n'est pas comme BMS PowerSafe, qui, lui, est vraiment notre client. Donc, on fournit des solutions, mais pour aider les clients, ben voilà, on essaie d'accélérer leur développement et on fait des références design, des solutions système pour pouvoir vraiment fournir les briques de base et pour pouvoir aller plus vite. Et notamment pour l'industriel, on a fait une pré-certification du BMS, par exemple. Et le but du jeu, c'est vraiment, vraiment d'accélérer le développement. Donc, on a un référentiel qui a été pré-certifié, 61508 SIL 2, et côté software, même aussi 60730 classe B. Donc, on commence à parler hardware, aspect safety, et aussi côté software. Donc, essayer de fournir un peu plus de briques de base qui sont ready to use, qui peuvent aller directement en production pour nos clients, avec un certain niveau de maturité qui répond à ce standard 60730, par exemple. En termes donc de BMS et de batterie, aujourd'hui, ben, NXP, on a été vraiment les premiers à fournir donc, des composants de monitoring de batterie avec une précision sur toute la durée de vie du composant électronique. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que par le passé, dès que vous soudez un composant donc de monitoring de batterie, la spécification en elle-même s'arrête à partir du moment où vous avez soudé le composant. Aujourd'hui, on fait des composants qui sont garantis avec une certaine précision et non, pour le LFP, on a besoin d'une très grande précision. Pour l'automobile, on parle du millivolt de précision. Et il faut que ça soit garanti sur toute la durée de vie, et notamment 15 ans, voire 25 ans si on parle plutôt de SS. Donc, ça, ce sont des produits que l'on fournit et qui sont disponibles chez NXP avec donc des solutions qui sont modulaires, qui sont scalable et qui sont pré-certifiées pour nos clients. Donc, la solution, vous avez les trois axes aujourd'hui. Donc, on a une solution hardware avec un référence design donc, qui est public, qui est sur nxp.com avec tous les design files que vous pouvez réutiliser. Donc, on n'est pas un fournisseur de BMS. Hein, donc, vous pouvez réutiliser, faire du copy-paste et utiliser un produit BMS qui est compatible SIL 2. Donc, si vous ne savez pas comment faire de la sûreté de fonctionnement, vous avez déjà un exemple d'implémentation. Bien entendu, il y a aussi tous les aspects software. Donc, on arrive avec un certain niveau de software aussi qui permettent donc d'adresser la sûreté de fonctionnement et cela demande un effort en termes d'architecture software. Et pour finir, quand on parle de standard, il y a toujours donc, il y a un organisme extérieur qui doit certifier le travail que vous faites et en plus, il faut fournir un certain nombre de documents et il faut prouver que l'on répond à l'ensemble des requirements. Si je prends le 61508, c'est simple, hein, il y a 400 requirements à répondre pour vous en tant que client. Donc, NXP essaye vraiment d'apporter une brique de base pour aller vraiment plus vite et faciliter ce temps de certification. Donc, en résumé, cette pré-certification, grâce à
donc au développement que NXP a fait sur le plan hardware software, on peut optimiser par au minimum, on parle de 6 mois de développement là. Hein. Donc l'idée, c'est que vous avez des documents qui sont déjà certifiés, déjà validés, la structure, le contenu est validé. Donc là, il n'y a plus que certaines modifications à faire que je vais expliquer juste après. Donc on a un hardware. On a donc pour un BMS haute tension, on parle de 3 principaux hardware. On a du BMU, c'est le brain avec le microcontrôleur. On a du CMU, du Sales Monitoring Unit, c'est là où on met donc le Battery Cell Controller pour monitorer les cellules. Et après, on a une partie junction box plutôt pour faire la mesure de courant. Donc voilà, pour pouvoir faire donc du SOC, SOH, comme dit précédemment, ben, il faut être en mesure donc de faire des mesures de courant, tension, température et de détecter. On revient aux éléments de base, une surtension, une sous-tension au niveau cellule. Donc, c'est ce que l'on fournit avec l'ensemble donc, de nos produits. Donc, ce référentiel monte jusqu'à 1500 volts, 500 ampères, et donc arrive avec donc, l'ensemble de software déjà bien architecturé et avec un operating system qui s'appelle FreeRTOS, qui permet déjà de commencer à faire donc, un développement et d'aller faire un pas vers la certification ultérieurement. En termes donc de produits NXP, ben voilà, donc NXP, on a beaucoup de produits. Donc côté microcontrôleur, c'est la famille des S32K3. Hein, c'est le marché est en train de migrer sur du ARM base. Donc là, c'est du Cortex M7 qui arrive et on a mis un triple core donc sur cette solution. On a un power management, on a mis un RTC, on a des contacteurs drivers, on a mis du high-side switch. On a aussi la possibilité de mettre un secure élément, ça c'est plutôt pour les aspects batterie passeport. Et après, on a donc un produit de 18 cellules pour faire du monitoring de 18 cellules sur le 33774 que l'on peut désenchaîner pour pouvoir atteindre donc la tension voulue pour une batterie. Donc d'où cette notion de scalabilité dont on a vu ultérieurement. On fournit en plus les mesures donc, de tension à travers du shunt ou du hall sensor, à travers donc l'application ici appelée BJB en battery junction box. Donc voilà ce que l'on couvre. En plus de ça, on offre donc du CAN-FD, Modbus Ethernet, Modbus UART et la gestion hardware et software interlock. Donc ça, c'est par exemple quand on ouvre un container, ben, il faut tout simplement tout arrêter hein, pour pouvoir faciliter l'accessibilité et la maintenance de ce genre de produits. Donc la certification, donc on a utilisé SGS-Tube, donc ça c'est un organisme, c'est payant, donc vous devez passer à travers cet organisme et il va vous demander de sortir X documents, donc il y en a plus d'une 60aine au minimum, et il faut faire l'effort donc de documentation et de prouver, en plus donc de répondre dans les documents, il faut en plus prouver que ce que vous avez fait, vous êtes capable de détecter des erreurs. Voilà. Et là, il y a plusieurs paramètres, comme par exemple le SFF, le Safe Failure Fraction, comme le PFH, le Probability of Failure per Hour, et le DC, le Diagnostic Overhead, donc, qui sont complètement définis par le standard, et vous devez prouver que pour votre système, eh vous répondez aux normes en fonction du niveau de SIL 1, 2, 3, 4 que vous visez. Donc, pour du SIL 2, par exemple, il faut faire un SFF supérieur à 90%. Et il faut montrer que vous avez un PFH qui est inférieur pour le système complet. Donc là, on est sur du 24 AFE, donc c'est du 1500 volts, plus la mesure de courant, plus le brain, et qu'on est inférieur à 1000 feet. Donc, feet, une failure, failure in time. Une failure, c'est sur une défaillance sur 115 000 années, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Hein. Donc, c'est vraiment très, très, très contraignant en termes d'analyse safety et surtout à faire au niveau système. Donc, on parle de 1000 composants et avec 3-4 failures, défaillances possibles pour chaque composant. Donc, ça vous fait un énorme fichier d'analyse de défaillance et ça, NXP l'a fait déjà pour vous. D'accord? Donc, l'idée, c'est de partir de ce que l'on a fait pour pouvoir faire votre propre concept safety et faire tout simplement pour le standard 61508 une analyse d'impact pour pouvoir faire une certification juste par différence et non pas refaire donc une analyse complète, une certification complète en passant notamment, hein, bien entendu, par SGS-TÜV, mais n'importe quel autre organisme peut faire l'affaire également. Si on passe côté sécurité, donc sûreté de fonctionnement, sécurité, donc là, il y a en plus donc, de la sûreté de fonctionnement, il y a cette notion de sécurité à travers le passeport batterie. Donc là, le passeport batterie, on en a parlé un petit peu en bas, donc c'est une régulation européenne, donc il va y avoir une régulation mondiale de toute façon, donc, mais avec des requirements qui vont être différents en fonction des régions. Hein, voilà. Donc la Chine pour la Chine, les US pour les US et l'Europe pour l'Europe. Et ça sera différent, malheureusement, en fonction donc, des différentes régions. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a
donc des organismes donc de, de, de régulation qui définissent donc pour un certain nombre de produits donc des passeports digitaux, DPP, Digital Product Passport, et pour entre autres la batterie, pour l'électronique, pour le textile. Donc ils définissent ces passeports, et le battery passport est vraiment l'application d'un DPP, d'un Digital Product Passport pour la batterie dans le monde industriel. Hein. Donc c'est cette application-là, et ça sera en vigueur et obligatoire à partir donc de février 2027. Donc, c'est pour toute batterie qui sera mise sur le marché si elle veut être vendue en Europe et utilisée. Il va falloir répondre donc à un cahier des charges qui définit un certain nombre de paramètres à stocker dans le cloud. Donc, ce battery passport vraiment arrive et va être obligatoire pour tout ce qui va être batterie supérieure à 2 kW. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour l'industriel, pour l'ESS, pour l'automobile. Donc, c'est déjà demain, hein, quand on parle de 2027, surtout pour l'automobile. Un constructeur automobile, s'il a besoin de mettre une voiture sur le marché en 2027, il faut qu'il fasse ses développements aujourd'hui. Hein. Sinon, ça sera impossible. Donc, ça, c'est très important. Donc, cette notion donc, de régulation, il y a eu un projet, donc le SharePass, qui a été commencé pendant 18 mois, qui s'est terminé au mois de mars l'année dernière, et qui a défini les contours pour pouvoir définir ce standard et cette régulation. Si on va un peu plus loin, pourquoi on fait un passeport batterie? Ben, tout simplement, c'est pour pouvoir, ben voilà, là, on le sait tous, on n'a pas de réserve, toutes les réserves sont épuisables sur la Terre, donc il faut commencer à faire donc des développements durables pour pouvoir faciliter, on va dire, le recyclage, faciliter la mise en service, faciliter la maintenance. Donc c'est vraiment l'idée. Donc le passeport batterie va demander tout au long de la durée de vie de la batterie un stockage d'informations sur lequel tout le monde n'aura pas accès aux mêmes informations, en fonction donc de son type de métier. Et en plus de ça, il y aura des données de performance à stocker, en plus de ces spécifications de performance pour pouvoir monitorer l'état de santé de la batterie. Donc, c'est vraiment l'idée. Et à quoi ça va ressembler? Ben voilà, donc il y a un certain nombre donc, de paramètres donc, à stocker, qui va être stocké dans le cloud, et en fonction donc de la chaîne de valeur où éventuellement les clients vont se positionner, mais ils pourront accéder à un certain nombre d'informations, parce que toutes ces informations-là ne seront pas accessibles à tout le monde. Et le BMS doit participer à cet effort, et notamment pour le stockage de paramètres, entre autres dynamiques, on en a parlé, et le SOH. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le BMS doit être capable, en plus, d'avoir une communication et d'ouvrir une communication pour pouvoir faire un stockage dynamique dans le cloud d'un paramètre directement lié à l'état donc, de chaque cellule, et notamment le SOH. Donc ça, c'est très important. Et comme le domaine d'application, donc ça va être vraiment l'ensemble donc, de tout ce qui est batterie portable pour les véhicules, les trains, les véhicules de transport, etc. Et qui est supérieur à 2 kW, inclut aussi les stations donc, de stockage, les containers. Donc, NXP, sur ce plan-là, ben, on propose différentes solutions. Donc, il y a 3 familles de solutions, on va dire. On a le tag NFC, qui, lui, est vraiment orienté pour la production, le tracking de la production et la logistique. En plus de ce tag NFC, donc pour les batteries, on va dire inférieures à 2 kW, on recommande d'utiliser un edge log. Donc, ça, c'est pour favoriser l'authentification sur les produits de batterie. Et enfin, pour les batteries supérieures à 2 kW, ce qu'on appelle un secure element. Donc là, on a 2 types. Le NCG37, c'est plus auto, et le SE52, c'est plutôt industriel. Où là, on fournit encore plus donc, d'informations, notamment des données de performance, en plus donc, de cette capacité d'authentification. Hein. Donc voilà, donc 3 niveaux de produits qui permettent d'adresser l'ensemble de la chaîne de valeur, et en fonction donc, de où vous pourriez vous positionner donc, sur la durée de vie d'une batterie. Donc le tag vraiment NFC, pourquoi c'est intéressant pour les passeports? Eh c'est tout simplement, ça permet d'accéder à un certain nombre de données, que ça soit en fait alimenté ou pas, que ça permet surtout aussi d'augmenter la durée de vie des batteries. Il faut que le QR code soit visible. C'est très petit et c'est dynamique, c'est très compact, et ça permet de sauver de l'énergie. Donc vraiment un type de produit qui permet d'adresser au premier abord et très très vite et simplement, j'ai envie de dire,
donc les premiers besoins. Ensuite, si on va plutôt pour le batterie passeport, donc là, je vous ai parlé du BESS et aujourd'hui, donc on a en plus la possibilité avec un sécurité élément donc d'offrir en fait une démonstration complète donc d'une connexion sur le cloud dans lequel on peut stocker donc le SOH par exemple et grâce au NFC et une application sur le mobile de gérer par exemple l'accès aux données donc du BMS, mais aussi de pouvoir vérifier que ce qui est stocké dans le cloud est correctement stocké dans le BMS, notamment le SOH. Donc, c'est vraiment ce domaine et cette application que l'on vise en plus, basée sur ce référent design, qui va permettre donc d'activer l'implémentation de ce standard et de ce requirement. Voilà, donc j'ai à peu près couvert ce que je voulais rapidement. Là, voilà, c'est juste un petit résumé avec l'ensemble des outils que l'on fournit qui sont disponibles aujourd'hui sur nxp.com et qui permettent donc de commencer à faire une évaluation si jamais vous avez des projets de ce type-là. Voilà. Merci beaucoup. Je reste ouvert pour des questions. Merci Emmanuel. J'ai justement une question. Là, on parle des nouveaux développements et des nouvelles batteries. Qu'est-ce qu'il en est pour les batteries qui sont déjà sur le marché par rapport à ce passeport? Oui, donc ça sera effectivement pour toutes les nouvelles batteries qui seront mises sur le marché après donc février 2027. Ça s'applique. D'accord. Et on imagine qu'il y aura une sortie obligatoire des anciennes batteries peu à peu. Peu à peu, ben voilà, effectivement, mais c'est effectivement, il ne va pas y avoir un rappel massif de toutes les batteries pour pouvoir faire cette implémentation. Ça ne va pas être possible dans un premier temps. D'accord. Bah, merci beaucoup Emmanuel. Et puis j'ai une question aussi pour François Henez. Quelle chimie privilégiée pour la sécurité des batteries? On parle souvent du débat NMC ou LFP. Qu'est-ce qu'il en est Alors aujourd'hui, effectivement, il y a des croyances sur la partie, enfin, il y a des croyances par rapport à certaines électrochimies. Donc, toute électrochimie peut poser problème. L'intérêt, c'est justement de choisir la bonne électronique pour être capable de réagir à temps par rapport à ce qui pourrait se passer. Aujourd'hui, pour nous, le plus important, c'est de choisir la bonne électrochimie par rapport au comportement qui est attendu, par rapport à la spécification, si c'est de l'énergie, si on recherche de la puissance, ça va vraiment être le plus important. Aujourd'hui, c'est sûr que les technologies LFP sont moins sensibles à la température et peuvent effectuer plus de cycles. Par contre, aujourd'hui, en termes de capacité, en cas de surchauffe, par exemple, à passer sur un incendie, elle c'est tout à fait comparable à ce qu'on va retrouver, par exemple, sur des technologies NCA ou NMC, qui, elles, sont plus on va dire, ont une densité énergétique un peu plus élevée. Donc, le maître mot, vraiment, c'est de choisir l'électrochimie qui soit la plus adaptée par rapport au comportement, par rapport à l'application, par rapport à la température, et de valider qu'on a les bons algorithmes électroniques pour pouvoir la piloter. C'est vraiment voilà, je pense, le plus important. Et après, il y a d'autres technologies qui sont, par exemple, beaucoup plus sûres. On pourra parler, par exemple, du nickel metal hydride, nickel métal hydrure, qui, lui, par exemple, mais qui a une densité beaucoup moins forte. Donc, effectivement, quand même, plus on va avoir tendance à avoir une densité forte d'énergie, plus, quand on aura un problème, ça risquera effectivement d'avoir un incendie important si jamais c'était le cas. Mais de manière générale, il faut faire attention à ce qu'on peut entendre effectivement sur le marché sur ces sujets. Ouais, je peux rajouter aussi une chose en termes de tendance de marché. Ce que l'on voit aujourd'hui, donc c'est simple, on était dans l'automobile, si on prend l'automobile, on était sur du 400 volts NMC, on est en train de passer sur du 800 volts LFP, et dans l'industriel, sur les containers, les gros containers aussi, on était sur du NMC 1000 volts et on passe sur du LFP aussi, mais 1500 volts. Voilà. Donc la tendance, c'est vraiment de choisir cette chimie LFP qui est beaucoup plus stable, j'ai envie de dire, mais qui demande une plus grande précision donc, sur les mesures de tension, entre autres. Donc, c'est l'un des aspects. Et pour pouvoir privilégier les aspects sûreté de fonctionnement. Voilà. Merci à tous les deux. Et une petite question pour terminer pour Sylvain. Quels critères pour développer sa propre batterie, Sylvain? Alors, juste avant que tu répondes, j'aimerais rappeler, vous avez reçu des éléments pour un sondage. Donc, n'oubliez pas de répondre. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les mettre aussi dans le sondage. On reviendra vers vous. Je te laisse la parole, donc, Sylvain, pour
répondre à cette question. Quels critères pour développer sa propre batterie? Alors, le principal critère pour développer sa propre batterie, je pense que ça va aussi être la disponibilité des pièces détachées. NXP, par exemple, lorsqu'on conçoit soi-même son BMS, lorsqu'on est maître de l'obsolescence de sa carte électronique, ça va vraiment être, voilà, est-ce que ma batterie, j'en ai besoin pendant 2 ans et je peux la sourcer déjà avec son BMS depuis un fournisseur tiers, ou est-ce que j'ai vraiment besoin de rentrer dans un développement et que l'électrification va être au cœur de mon activité? Dès lors que vous voulez faire quelque chose de sérieux avec une pérennité, c'est le premier critère pour développer soi-même son BMS et sa batterie. Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a quand même des passerelles qui sont tendues par NXP. Il y a quand même des intervenants comme BMS PowerSafe qui peuvent aussi vous mettre le pied à l'étrier sur ces technologies-là et vous amener à un niveau de maîtrise en peu de temps. Donc, le critère, c'est si vous voulez faire ça sérieusement, développer votre propre batterie dès lors que vous avez quelques milliers, quelques dizaines de milliers de pièces et des demandes qui sont pas servies par le marché standard. Allez-y, développez votre batterie et on sera tous à vos côtés pour le faire. Ok, merci Sylvain. Donc on va s'arrêter là, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter pour conclure. Je vous dis merci à tous les trois, Emmanuel, François et Sylvain, d'avoir participé à ce webinaire. Ce webinaire est disponible sera disponible incessamment sous peu en replay. J'invite une dernière fois les participants à répondre au sondage aussi. J'ai vu que d'autres personnes avaient posé des questions. On relaiera les questions aux intervenants pour qu'ils puissent revenir vers vous avec une réponse. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon appétit puisqu'il est l'heure d'aller manger et à bientôt. Merci. 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 Au revoir. Au revoir, bonne journée.